Bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints pour cette troisième session de la Digital Week Algam Entreprise consacrée aux nouveautés Shure de l'année. Et Dieu sait s'il y en a eu. Alors, je suis Ludovic Sarnal et je suis accompagné pour cette présentation de mon collègue Philippe Hautemaison. Bonjour Philippe. Bonjour Ludovic, bonjour à tous. Eh bien, bonjour à tous. Oui, voilà, je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave, je me répète. Alors, petit rappel avant de démarrer. Vous savez que cette session est enregistrée et vous aurez donc la possibilité de la revoir ultérieurement sur notre chaîne YouTube Algam Entreprise. D'autre part, vous avez les possibilités, bien entendu, de nous poser les questions dans la petite fenêtre chat dédiée à cet effet dans l'interface Zoom. Alors, sachant que cette présentation est en trois parties, on fera trois arrêts, puisqu'il y a trois sujets différents. Donc, on répondra aux questions à la fin de chacune des parties. Alors, en guise d'introduction, nous avons la chance et le plaisir d'accueillir nos amis de chez Shure France, Guillaume Leroyer et Enrique Borges, qui se joignent à nous. Bonjour, messieurs. Bonjour messieurs, Comment allez-vous? ça va bien et vous? Super. Parfaitement bien. Eh bien, Pareil, écoutez, vous m'avez l'air en merci de forme. nous rejoindre et puis on va vous laisser la parole. Merci messieurs, merci Ludo, merci Philippe. Comme vous avez pu le constater, Shure a lancé un grand nombre de produits en 2020 et Ludo va nous faire le plaisir de faire le tour de ces produits. Alors, quelle stratégie cela traduit pour Shure? En fait, dès 2015, Shure a décidé d'ouvrir plusieurs bureaux dans le monde pour renforcer sa présence terrain afin de développer l'activité liée à l'intégration. Shure France a ouvert en 2016 dans ce même esprit. Si on fait le tour, MX Microflex, MXW, MXA, MXC, MXCW, tout ça, c'est la preuve de l'investissement de Shure en matière de produits qui sont vraiment dédiés à l'intégration. Alors, produits dédiés, équipe dédiée, Shure prend vraiment sa place plus que jamais dans l'intégration. La crise sanitaire a prouvé à quel point cette stratégie peut payer. Et si en 2020, 2020 aura été une année noire pour le marché de la prestation, on le sait, même une année rouge, elle aura été une année exceptionnelle pour l'intégration. Notre activité, qu'on appelle chez nous système, a doublé en 2020 en France et dans le monde, nous permettant, et ce n'est pas neutre, de conserver tous nos effectifs et puis d'avoir une activité de production très, très intense. De fait, nos usines se sont adaptées rapidement à la demande qui a été croissante sur certains produits, vous le savez, comme le P300 par exemple, ça a été multiplié par 10. Tout comme la gamme MXA ou la gamme MXCW. L'usage intensif de la collaboration unifiée en mode hybride, évidemment, explique ce succès. Forcément acquiescé dans le sens de Guillaume, la collaboration unifiée, tout ce qui est communication unifiée au sens large du terme, ça a vraiment explosé sur cette nouvelle année, sur cette fin d'année plutôt. Donc, face à la croissance exponentielle des solutions de visioconférence, on a tous entendu à de très nombreuses reprises le mot Zoom, le mot Teams au niveau des différents échanges. Les besoins en captation audio ont également évolué au sein de l'entreprise. L'utilisation intensive qui est faite aujourd'hui au niveau des matériels et des équipements, elle fait apparaître des nouveaux besoins, des nouvelles exigences, que ce soit en termes d'expérience utilisateur, de qualité ou en besoin pour la partie DSI de supervision et de monitoring. Donc, articulé autour de notre software Shure Designer, que beaucoup connaissent déjà depuis très longtemps, on a développé un écosystème qui est vraiment conçu pour répondre à cette demande. L'optique, c'est de déployer rapidement, efficacement, un écosystème audio complet qui permet de garantir un certain niveau, vraiment des conférences optimisées, et ça dans tout type d'environnement. Le principe de l'écosystème, c'est Shure, c'est sous l'égérie d'une seule marque, vous allez avoir un engagement de confiance de l'autre part et une solution complète qui va être fournie. Dans ce cadre-là, sur 2020, on a lancé plusieurs produits. Le premier étant le micro multicapsule linéaire qui s'appelle le MXA 710, qui trouve sa place au sein de la gamme Microflex Advance. Alors, contrairement aux autres, il va apporter beaucoup plus de flexibilité au niveau de son installation et ça ouvre pas mal de nouvelles perspectives, aussi bien pour les clients finaux que pour les intégrateurs. En termes de nouveaux produits, on a complété l'écosystème avec un bouton Mute en réseau qui s'appelle le MXA Mute et une enceinte Dante, la MXN5, qui est d'ores et déjà certifiée Teams. Le but de sortir une enceinte, c'est de réussir à garantir une production du son de haute qualité et vraiment optimisé pour les applications de voix, typiquement la visioconférence.
Si vous suivez l'actualité, vous êtes sans doute aperçu que Shure, sur l'année 2020, malgré la crise, a continué à investir et continue à croire fortement sur ce marché qu'est le marché de l'intégration pour nous. Oui, et enfin, Shure vient de renforcer son leadership dans la technologie HF numérique avec le lancement cet été de la nouvelle gamme SLXD, dont Ludo va nous parler plus longuement cet après-midi. SLXD, c'est l'évolution logique de SLX vers le numérique, avec des fonctionnalités qui étaient très attendues, notamment le batterie chargeur et puis plein d'autres choses. En fait, plus simple que jamais, la HF numérique peut enfin envahir le marché de l'intégration. Elle est simple à installer, facile à exploiter, le tout avec notre robustesse et notre fiabilité légendaire. Vraiment, le succès de SLXD est en marche. Shure Intégration, Shure France sont là pour vous accompagner pour accompagner cette marche avec vous. 2020 a été une année riche en nouveautés. Encore une fois, Ludovic et Philippe vont nous en parler, mais vous pouvez déjà cocher 2021 comme une année dynamique chez Shure, avec une actualité bien cohérente avec cette stratégie intégration. Voilà, messieurs, merci de nous avoir accordé ce temps de parole. Merci. Et puis, merci à vous. À vous les studios. Oui, comme à vous, Cognac G. Tout à fait. Merci Guillaume, merci Enrique. Effectivement, on va faire un petit tour d'horizon un peu plus dans le détail donc des produits Microflex Advance qui viennent compléter la gamme, qui sont donc sortis cette année, de la série de systèmes sans fil numérique SLXD, et on terminera donc par le système de conférence Microflex Complete qui a vu sa structure un petit mouvement. Il y a eu un peu de mouvement, ça a un peu évolué et plutôt dans le bon sens d'ailleurs, puisque ça va nous faciliter la vie à tous. À tous, exactement. Alors, on va commencer donc par les nouveautés Microflex Advance, l'écosystème. Et donc, comme le disaient Guillaume et Enrique, donc plusieurs produits sont apparus dans cette gamme cette année. Donc, le MXA 710, donc le micro linéaire, le micro de plafond, le MX N5W, le bouton de mute MXA NMB et bien entendu le logiciel Intemix Room qui a vu ses versions évoluer. Alors, regardons tout ça un petit peu par le détail. Alors, concernant le MXA 710, il est décliné en deux longueurs, donc en 60 cm, ce qui nous permet d'avoir 4 lobes, et en 1,20 m pour 8 lobes. Le MXA 710 reprend totalement la technologie qui a été implémentée dans le micro de plafond MXA 910. Beaucoup de capsules gérées en réseau avec la technologie d'une beamforming, donc avec ces deux options possibles, 4 lobes ou 8 lobes. Il intègre donc aussi les traitements qui vont avec. Qu'on va voir juste après, effectivement, tout à fait. Alors, il est décliné, bien entendu, aussi en 3 couleurs, comme le reste de la gamme MXA, que ce soit le 310 ou le 910. Vous pouvez donc l'avoir en blanc, en noir ou en finition aluminium. Effectivement, comme disait Philippe, au niveau des traitements DSP Intellimix, les mêmes qui sont implémentés dans le 910, à savoir l'annulation d'écho, AEC, l'AGC, donc qui est le contrôle automatique de gain, qui va permettre d'ajuster le niveau des différents lobes en fonction des orateurs, afin de pouvoir compenser les différences de niveau de voix, quelqu'un qui parle fort, moins fort. La réduction de bruit, comme on l'a vu déjà hier, la réduction de bruit NR nous permet de gagner en intelligibilité en augmentant le rapport signal-sur-bruit et réduire tous les bruits qui sont continus au sein d'une salle de réunion. PEQ, donc EQ paramétrique, qui va permettre de parfaitement timbrer et d'avoir des corrections qui permettra d'avoir une bonne homogénéité de timbre sur les différents lobes. Compresseur pour la mise en forme de la dynamique du signal et du délai pour pouvoir éventuellement, si nécessaire, réaligner le son avec l'image. On va retrouver, en termes de distance de captation, pour avoir un ordre d'idée de ce que peuvent donner ces deux modèles. Donc, pour la version 60 cm,
vous avez une possibilité de captation de 60 cm à 4,80 m, alors que le modèle de 1,20 m, lui, va être capable d'aller éventuellement assurer une captation jusqu'à 6 mètres de distance. Alors, ce sont des distances indicatives qui, bien sûr, peuvent varier en fonction de l'acoustique du lieu. Si la salle est très réverbérante, ces distances de captation vont se réduire effectivement un petit peu. Et si on a une salle parfaitement bien gérée en termes d'acoustique, on peut éventuellement espérer aller jusqu'à ces distances-là et voir un tout petit peu au-delà. Autre chose, bien entendu, c'est la compatibilité des soft codecs avec le P300 ou l'ANI USB, qui est le complément direct de ces micros. Certification sur le Zoom, le Teams, compatible avec les Cisco, bien entendu, avec la synchro de la fonction mute, ce qui permet une parfaite intégration avec ce type de logiciel que l'on utilise de plus en plus couramment. Et du coup, je crois que ce micro a une petite particularité, c'est qu'on peut l'utiliser de différentes manières. Tout à fait. Alors justement, on va voir un peu toutes les possibilités d'installation qui sont multiples. Alors, dans la première possibilité que vous pouvez utiliser pour intégrer ce micro, c'est le montage mural, où là, vous avez deux options possibles, soit verticalement, soit horizontalement. Et ce qu'il faut bien savoir, c'est que les accessoires permettant cette installation-là sont inclus avec le micro. Alors, sachez aussi, lorsqu'on a un montage vertical, qu'il existe un faux micro, qui a exactement le même aspect, que l'on peut mettre en symétrie à gauche de l'écran si on en a un à droite. Alors là, c'est pour satisfaire nos amis architectes décorateurs qui sont parfois un petit peu tatillons, il faut bien le dire. Alors ensuite, autre possibilité d'installation, suspendu. Donc, des œillets sont fournis afin de pouvoir y fixer les élingues qui, elles, doivent être à prévoir, qui doivent être prévues séparément. Elles ne sont pas incluses avec le micro, bien entendu, puisqu'on peut avoir besoin de longueurs différentes. Autre possibilité d'installation, le montage en encastrement. Donc là, pareil, soit dans une table. Alors ça, c'est très, très bien pour des petites installations, voire un peu plus grandes. Mais en tout cas, c'est très esthétique. Et puis, bien sûr, on peut faire la même chose au mur en encastrement. Et de la même manière, vous pouvez aussi encastrer dans un faux plafond. Rien n'en empêche. Par contre, vous avez besoin d'un accessoire optionnel qui est le A710 FM de finition aluminium. Autre possibilité, le montage sur pied. Alors là, c'est pour un usage plus éphémère, on va dire ponctuel. Vous avez la possibilité de monter ça avec un simple pied de micro tout à fait standard, avec un petit accessoire, là encore optionnel, le A710 MSA. Vous allez pouvoir installer ça directement à l'arrière du micro. Et vous avez aussi une dernière possibilité qui consiste à poser le micro sur une table, sur un meuble, quel qu'il soit. Et là encore, vous allez utiliser un petit accessoire, le A710DS, qui est proposé en deux finitions, soit noir, soit aluminium. Alors ce micro, comme le reste des micros de la gamme Microflex Advance, peut se gérer à travers le logiciel de configuration Designer. Donc, vous avez ici des captures d'écran de la configuration des différents lobes en montage mural horizontal, mural vertical. Alors, vous voyez qu'en version mural vertical, vous avez aussi une petite fenêtre qui vous permet d'avoir la vue en groupe et qui va vous permettre de pouvoir prépositionner vos différents lobes les uns sur les autres afin d'avoir une captation des premiers rangs jusqu'au dernier rang de la table. La version suspendue, donc là on voit la captation, vous voyez qu'on a des lobes symétriques, c'est peut-être pas très très visible sur la capture, et puis sinon on a une vision à peu près similaire lorsque le micro est installé en encastrement dans une table. Donc voilà le petit tour d'horizon de ce nouveau micro multicapsule qui vient rejoindre la famille des micros Microflex Advance déjà bien connus. Autre nouveauté de l'année qui vient compléter l'écosystème, c'est un haut-parleur de plafond Dante, donc qui s'appelle le MXN5W-C.
à vos souhaits. Le haut-parleur qui est intégré est un coaxial 5 pouces 1/4. Alors sachez que la grille est extrêmement fine, aimantée, donc ce qui permet de facilement la positionner. Le logo aussi, là encore, c'est pour nos amis architectes, parfois le petit logo, oh non, je ne veux pas voir la marque. Alors c'est facile, vous avez juste le logo et lui aussi aimanté. Autre particularité de ce haut-parleur, c'est qu'il va être alimenté soit via un switch, bien entendu, soit en PoE, soit en PO+, tout dépend du switch que vous allez utiliser. Et selon cette alimentation-là, vous allez pouvoir obtenir 2 puissances max différentes, soit 12 watts en PoE, soit 24 watts sous PoE+, ce qui va vous permettre d'obtenir un niveau SPL max de 92 dB ou bien de 98 dB lorsque vous êtes alimenté en PoE+. Je me ravitaille. Alors, au niveau connectique, un seul RJ45, comme la plupart des produits de l'écosystème MXA. Un RJ45 qui va vous permettre d'alimenter le haut-parleur, d'en assurer le contrôle et de pouvoir véhiculer les flux Dante, puisque le MXN5 est articulé, est alimenté par des flux Dante. Au niveau de ces canaux Dante, on va avoir 2 entrées et une sortie. Alors, c'est un peu particulier. Pourquoi 2 entrées ? Une entrée, bien entendu, pour envoyer une source, mais on a la possibilité le fait d'avoir une deuxième entrée avec le mixeur intégré, ça va vous permettre, par exemple, dans une salle qui serait partitionnable, de pouvoir récupérer le flux de l'autre salle et le diffuser dans ces haut-parleurs-là, et inversement. Donc, ça peut être une des utilisations d'avoir 2 entrées Dante sur le haut-parleur. Et on a aussi une sortie Dante qui peut servir à 2 choses, soit renvoyer ce signal-là dans la référence AEC, on en a parlé hier. Il faut que le micro qui est le plus près du haut-parleur ce haut-parleur-là, ça soit la référence pour l'annulation d'écho. Eh bien, on peut utiliser à ce moment-là cette sortie Dante pour pouvoir l'affecter au micro ou au processeur. Ou bien sûr, cette sortie peut servir à un pont pour distribuer le signal sur un autre haut-parleur. Enfin, avant-dernier point, au niveau des traitements DSP internes, donc comme vous l'avez vu, on a un prémix des 2 canaux d'entrée Dante. On a un générateur de signal qui va vous permettre éventuellement de pouvoir égaliser grâce au paramétrique intégré et de pouvoir optimiser la réponse en fréquence du haut-parleur par rapport à l'acoustique de la salle. Là aussi, vous avez un délai si vous avez besoin de retarder le signal et un limiteur, ce qui permet éventuellement de protéger le niveau maximum à diffuser. Et en termes de dimension, vous remarquerez que la profondeur est très très faible puisque c'est un peu plus de 10 cm, ce qui laisse augurer que ce haut-parleur pourra être intégré dans pas mal de faux plafonds, même avec des profondeurs, des plénums très très faibles. Donc voilà pour le haut-parleur de plafond Dante. Et alors du coup, maintenant, on a droit à un petit accessoire qui va nous permettre justement de gérer un petit peu tout ça. Il va falloir piloter tout ça. Voilà, exactement. C'est pas le tout. On a des micros, des haut-parleurs, et puis notre haut-parleur de plafond, soit on a un grand bras pour aller... mais sinon, il y a un accessoire qui est bien pratique, qui fait partie aussi de ces nouveautés de l'année, c'est le bouton de mute réseau MXA NMB. Alors, vous voyez comment il se présente. On a une base qui va se retrouver sous la table. Et puis, donc, un certain nombre d'accessoires qui sont fournis. Alors là encore, on a un connecteur RJ45 pour la partie alimentation, PoE bien entendu, et pour la partie contrôle de ce bouton, on va avoir... donc le bouton, il est tactile, il est bien sûr configurable en PTT, donc push to talk, appuyer pour parler en français, ou PTM, push to mute, donc appuyer pour couper le micro, ou en mode bascule, bien entendu, ou bien en mode logique. Et là, en général, le designer va être capable de créer le lien automatiquement entre ce bouton et l'appareil que vous voulez contrôler, que ce soit un micro, type MXA 910, 710, ou bien un processeur comme le P300. Ce qui est intéressant, c'est que ça peut permettre aussi d'imaginer utiliser cet accessoire avec d'autres produits. D'autres produits éventuellement. éventuellement. Et sachez aussi que vous pouvez muter plusieurs micros.
Donc, ce n'est pas un bouton par micro, mais si vous avez 2 micros au plafond, par exemple, de 710, eh bien, vous pouvez affecter le bouton sur les 2 micros et en une action, vous pourrez muter ces 2 micros-là, bien entendu. Autre chose, vous avez un petit anneau à LED, 17 couleurs paramétrables. Donc, à la limite, vous pouvez même trouver la couleur qui se rapproche plus de la charte graphique de l'entreprise où c'est installé. 5 niveaux d'intensité. Et enfin, l'indice de protection est IPX1, donc ce qui veut dire qu'un petit peu d'eau qui pourrait tomber du dessus sur le bouton ne va pas l'affecter, bien entendu. En termes de compatibilité, eh bien, ce bouton va fonctionner avec tous les micros de la gamme Microflex Advance et Mixa, le processeur P300, comme je disais précédemment, l'interface ANI USB Matrix, l'interface USB, et bien entendu, le soft, le logiciel IntelliMix Room. Alors justement, parlons-en du logiciel IntelliMix Room. Alors je vous rappelle que c'est l'émulation du processeur P300, mais sur une plateforme Windows 10 PC. Alors ça va permettre en 64 bits uniquement. Bien sûr, vous avez besoin d'un certain nombre de logiciels additionnels, le designer pour la partie configuration, réglage, et bien entendu, comme c'est dédié à l'utilisation conjointement avec des soft codecs, que ce soit Zoom, Teams, BlueJeans, etc. Le nombre d'entrées que vous allez pouvoir gérer va dépendre des licences que vous allez choisir, donc soit 8 entrées, soit 16 entrées. Voilà. Après, au niveau des licences qui sont proposées pour l'IntelliMix Room, vous avez une licence 8 canaux sur une période de 3 ans ou de 5 ans, et pour le 16 canaux, de la même manière, 3 ans ou 5 ans. La compatibilité avec les produits Shure, MXA 310, 710 et 910. Le haut-parleur de plafond peut bien sûr être intégré à l'IntelliMix Room et le bouton de mute MXA NMB comme cité précédemment. Ce qui est particulièrement intéressant avec l'IntelliMix Room, en fait, c'est qu'il va venir s'installer sur la même machine que celle qui héberge votre soft codec. Et du coup, ça permet une intégration encore plus proche, justement, entre le soft codec, donc Zoom ou Teams, surtout qu'on a les certifications qui vont avec. Et ça permet du coup de faire des économies d'échelle à nouveau, puisqu'on s'affranchit d'une boîte additionnelle qui sera le processeur. Et il vient directement intégré à l'appliance qui héberge le codec. Donc, c'est une intégration beaucoup plus propre. C'est compact, c'est un petit PC, voilà. Tout est installé dedans. On vient simplement se connecter, on est en USB. Enfin, je veux dire, c'est très, très, très facile. Oui. Et donc, on fait une économie d'échelle en termes d'équipement. C'est du hardware en moins. Ouais. Donc, dans certaines circonstances, ça peut être très intéressant. Sur les déploiements à grande échelle. Voilà, là, tout à fait. Les entreprises qui s'équipent justement en Teams, qui ont des plans de Microsoft et qui s'équipent en Teams, vont pouvoir envisager de déployer ça à grosse échelle sur toutes les salles de réunion de l'entreprise. Et là, effectivement, le gain est franchement très appréciable en termes d'économie d'échelle. Et puis, on peut en plus faire une supervision globale à travers le réseau de l'ensemble des différents softs à partir d'un point unique. Donc, ça aussi, c'est un vrai plus pour la gestion. Alors, on a fini la première partie donc, sur les nouveautés Microflex Advance. Donc, comme je vous le disais, éventuellement, on peut prendre des questions s'il y en a. Oui, on a des questions. La première, lors de l'encastrement d'un MXA 710 dans une table, comment sont gérés les bruits de papier ou les chocs sur la table? Faut-il intercaler un joint souple ou autre chose? Alors, avec l'accessoire, le A710 FM, il y a effectivement un joint qui permet de créer un petit découplage. Maintenant, le découplage a quand même ses limites. Il est évident que si on n'est pas discipliné et qu'on commence à claquer des tas de choses sur la table, le micro entendra forcément. Donc, comme tout micro, quand on les utilise, eh bien, un peu de discipline est quand même nécessaire. Mais effectivement, il y a quand même une petite isolation entre la table et le micro à travers des joints qui permettent de ne pas avoir une transmission solidienne, d'atténuer en tout cas. Merci. Une autre question. Donc là, nous avons vu les HP, on a vu un micro, on a vu le bouton mute, on a les DSP, genre le P300. Donc maintenant, fini les alimentations dans la baie. On a donc uniquement un switch PoE
ou faut-il prévoir au cas où des alimentations? Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question, mais Alors, en fait, on a donc tout le système que l'on a vu, le bouton mute, les DSP, les micros, ils sont tous alimentés en PoE. PoE ou PoE+, Donc, tout à fait. voilà. Mais est-ce qu'il faut, au cas où, quand même, toujours prévoir des alimentations, Des injecteurs PoE, par exemple. voilà, ou des alimentations de secours Tout va dépendre, bien entendu, du switch. Ouais. Alors, soit on a un switch en secours, soit on a des injecteurs en secours. Dans tous les cas, ça nécessitera une intervention. Ouais. S'il y a une panne d'alimentation du PoE sur un ou plusieurs ports du switch, c'est évident que ça nécessite de tous les cas une intervention manuelle, à moins d'imaginer un système de redondance automatique. Mais je pense que là, ça dépasse un peu le cadre de cette présentation. Après, ce qu'on peut dire aussi, c'est que l'idée, c'est d'utiliser aussi des switches qui appartiennent aux gammes professionnelles des fabricants de switches, sur lesquels on va avoir justement une fiabilité un petit peu supérieure à ce qu'on va trouver dans les switches grand public ou prosumer qui sont dédiés à des usages plus légers. Si on se fournit chez les fabricants du haut de gamme, du haut du panier, qui proposent des modèles, plusieurs gammes de switch à des tarifs différents, mais qui font tous partie d'une gamme pro, on bénéficie en plus de plans de maintenance sur ces équipements aussi, et ça permet du coup d'anticiper un petit peu ce genre de problématique d'alimentation. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Non, pour l'instant, c'est très bien. Ok, super. Eh bien, écoutez, on va enchaîner donc sur la nouvelle série de systèmes sans fil numérique SLXD. Alors, il faut bien, juste pour reprendre un petit peu ce qu'avait dit Guillaume tout à l'heure, le fil rouge qui a conditionné à la création de cette série-là était de différents ordres. La première chose, produire un système qui soit très performant. Et là, il y a toute l'expertise de Shure sur la transmission numérique qui a été développée depuis pas mal d'années sur ULXD, QLXD, Axient. Donc, il y a une vraie expertise à ce niveau-là, et tout en assurant une très, très grande simplicité d'utilisation. Donc, on va voir que effectivement, ces deux éléments-là ont été concaténés, pour utiliser un mot barbare, pour proposer une série qui, dans une gamme de prix tout à fait raisonnable, puisqu'on est globalement inférieur à 1 000 € hors taxe, plus ou moins selon les options, et avec un système excessivement performant. Alors, voyons de quoi est composée cette série. Alors, les différents composants de la série SLXD sont de plusieurs ordres. On a d'abord deux types de récepteurs. Dans cette gamme de prix, c'est quand même vraiment intéressant. Récepteur simple SLXD 4 et récepteur double SLXD 4D. Le classique émetteur ceinture SLXD 1, émetteur main SLXD 2, et puis une gamme de chargeurs optionnels, ainsi qu'un accu ion lithium qui va nous permettre de pouvoir utiliser des batteries rechargeables. Alors, voyons ça un petit peu dans le détail. Au niveau de la bande passante RF, on est sur un système de largeur de bande intermédiaire de 44 mégas, ce qui nous permet d'avoir quand même jusqu'à 32 fréquences compatibles par bande, donc 32 canaux utilisables simultanément dans le même lieu. Donc, ça permet de répondre à quand même des demandes relativement importantes en nombre de canaux et de pouvoir satisfaire pas mal d'applications. D'autant plus que différentes bandes sont proposées dans la plage de fréquence 470 jusqu'à 694 MHz, qui est la plage légale utilisable en France, donc dans les canaux de télévision. Et vous voyez que dans cette largeur de bande, on propose jusqu'à 5 bandes différentes. Donc, ce qui permet de choisir la bande qui est la plus adaptée dans la ville où on va opérer, par exemple, où on va installer le système. Et pour pouvoir savoir quelle bande est la plus favorable par rapport à une autre, je vous renvoie, il y a deux sites que vous pouvez utiliser et qui vous permettent de connaître les canaux TV actifs dans la ville où vous voulez installer le système. Vous avez scanzone.fr, qui est un site qui est très bien tenu et à jour, ou bien vous avez autre possibilité, c'est scanfréquence.fr, donc il y a un site qui a été le premier développé par DCA Tapage et le deuxième développé par l'Agence nationale des fréquences.
Au niveau des caractéristiques audio générales, on est sur de la transmission numérique 24 bits 48K, comme toutes les autres systèmes HF numériques de la gamme, comme ULXD, QLXD et Axient, ce qui nous donne une bande passante totale de 20 Hz à 20 kHz pour une dynamique de 120 dB. La latence du système est de 3,2 millisecondes, ce qui correspond à peu près, pour vous donner un ordre d'idée, à un petit peu plus d'1 mètre de retard. Donc, on est sur des latences très, très faibles. Alors, une chose importante à retenir, c'est que le système n'intègre pas le cryptage. Donc, évidemment, pour tout ce qui concerne les liaisons HF où on a une exigence de confidentialité importante, évidemment, le SLXD ne pourra pas convenir dans ce cas-là. Donc, c'est important de l'avoir à l'esprit. On vous propose ça dans différents packs qui sont déjà prêts à l'emploi, tout compris avec tous les accessoires. Alors, il y a 8 packs simples sur base d'émetteurs SLXD1 et donc comprenant des micro-cravates, des tours d'oreille, micro-instruments et serre-tête, bien entendu. Vous avez aussi 6 ensembles complets sur base d'émetteurs main, avec les capsules classiques SM58, SM86. Alors, la capsule SM86, je la recommande très fortement pour la voix parlée. C'est vraiment une capsule qui est très facile à travailler, qui est très flatteuse, qui met bien en avant le timbre des voix et qui est vraiment très, très facile à utiliser, que j'aime beaucoup personnellement. Et puis, jusque la capsule haut de gamme qui a SM8B. Vous avez aussi des packs complets doubles, donc un pack complet avec 2 émetteurs de poche et 2 packs complets avec émetteur main SLXD2, SM58 ou Beta 58. Ah bah ça tombe bien, j'avais soif. Alors, voyons ça un petit peu dans le détail. Donc, l'émetteur de poche SLXD1, donc que vous voyez ici, voilà ce petit boîtier, donc jolie petite forme arrondie qui reprend un petit peu l'esprit d'un petit ADX1M Axient. Alors, cet émetteur utilise une antenne quart d'onde comme la plupart des systèmes UHF en général. Vous avez une puissance d'émission de 1 mW à 10 mW. Alors, c'est vrai que ça fait un peu peur, cette puissance d'1 mW. On se dit, mais à quoi ça sert? Alors, sachez que 1 mW, comme on est dans le domaine numérique, on ne peut pas vraiment comparer avec la transmission analogique, mais 1 mW, c'est une portée à peu près d'environ 35-40 mètres, quand même. Avec 10 mW, ça serait l'équivalent d'un 30-35 mW analogique. Donc, avec ça, on peut quand même avoir des portées tout à fait intéressantes. Au niveau du connecteur pour brancher votre micro-cravate ou votre micro-serre-tête ou un instrument, peu importe, toujours le classique TA4F que Shure utilise depuis de longues années maintenant. L'afficheur OLED qui vous permet d'avoir une très belle lisibilité des informations de votre émetteur. Bien sûr, toutes les commandes, menus et boutons sont verrouillables. Donc, une fois que c'est paramétré, ça vous évite le moindre accident ou de dérégler de manière intempestive, bien entendu. Le boîtier est en ABS, donc ce qui permet d'avoir quelque chose qui est à la fois robuste mais léger, donc agréable à porter. Au niveau de l'alimentation, le SLXD1 va pouvoir s'alimenter par 2 piles LR6 classique, mais bien sûr, en option, vous allez pouvoir utiliser le petit accu ion lithium que voici, le SB903. Tout ça pour une autonomie de 8 heures. Donc, vous avez de quoi vraiment exploiter sur une journée complète. Alors, vous voyez que d'ailleurs, sur la partie inférieure du boîtier, vous avez des petits contacts qui vont vous permettre de pouvoir placer le boîtier dans le dock chargeur qu'on va voir un petit peu plus tard. Alors, au niveau des émetteurs main, on va utiliser une antenne hélicoïdale. Tous les émetteurs Shure aujourd'hui intègrent dans leurs émetteurs main une antenne hélicoïdale. Alors, on verra cet après-midi justement ce que c'est qu'une antenne hélicoïdale. Mais en attendant, sachez que l'avantage de cette antenne, c'est qu'elle va être capable de transmettre
toute l'énergie provenant de l'émetteur au récepteur, et quelle que soit la position du micro que l'on a dans la main. Donc, c'est tout l'intérêt de ce type d'antenne. La puissance identique, 1 ou 10 milliwatts au choix. Les capsules sont bien sûr interchangeables, donc ce qui veut dire que si vous avez déjà des capsules, elles seront bien sûr utilisables sur votre système SLXD. Le système de couplage est identique. Les différentes capsules proposées en prémonte dans cette gamme-là, et toute autre capsule, bien sûr, peut s'adapter. Afficheur OLED de la même manière pour pouvoir avoir une bonne lisibilité, toutes les verrouillages, bien entendu. Alors, sachez qu'il n'y a pas de fonction de mute audio sur l'émetteur SLXD, mais par contre, vous avez la possibilité d'utiliser une bague qui va s'insérer entre la capsule et le corps de l'émetteur, et cette petite bague s'appelle UAMS. Et donc, vous pouvez avoir cette fonction de mute, et bien sûr, qu'il y a un mute qui est silencieux. Le corps est en aluminium, donc c'est à la fois léger et très robuste. On ne sait jamais, en cas de chute, ça peut toujours servir. Et là encore, comme le SLXD1, vous pouvez l'alimenter soit par 2 piles, soit par le fameux accu SB903, pour toujours la même autonomie de 8 heures. Alors, voyons maintenant le récepteur. Donc, le premier récepteur, c'est le récepteur simple SLXD 4E. Alors, sachez que pour simplifier la mise en route de ces systèmes, vous avez un assistant de mise en service qui a été intégré au récepteur. Ce qui veut dire que même si vous êtes tout à fait ignorant et que vous n'avez pas envie de vous embêter à pour la configuration de votre système sans fil, il vous suffit de suivre toutes les consignes qui s'affichent à l'écran et le système vous guide pas à pas pour configurer, et ça va vous prendre quelques secondes pour pouvoir régler votre émetteur et votre récepteur. Vous avez un scan réseau, ça veut dire quoi? Vous voyez qu'on a une petite prise RJ45, donc lorsqu'on a plusieurs récepteurs, on va pouvoir les interconnecter avec un switch, et grâce à ça, lorsqu'on va scanner le spectre, eh bien, une fois que c'est terminé, les récepteurs vont s'autoprogrammer en fréquence tout seuls. Donc, il n'y a plus qu'après régler les gains à partir du récepteur. Donc, ça aussi, c'est beaucoup plus simple. Il n'y a plus de problème de réglage de gain au niveau de l'émetteur, ce qui veut dire que si quelqu'un parle fort ou quelqu'un parle un petit peu moins fort, vous avez la possibilité de corriger ça directement à partir du menu du récepteur. Au niveau des sorties XLR, niveau ligne ou niveau micro, tout ça, ça se règle via le menu. Donc, très simple, pas d'interrupteur à l'arrière du récepteur. C'est très facile à utiliser. La synchro infrarouge, bien entendu, bien connue, là aussi, pour pouvoir configurer votre émetteur une fois que les fréquences ont été réglées. Les afficheurs OLED aussi utilisés pour visualiser vraiment l'ensemble de toutes les informations, que ce soit l'ARF, le niveau audio, les fréquences, les niveaux de batterie, etc., etc. Tout est verrouillable, comme pour les émetteurs. Et vous avez aussi une chose qui est intéressante, c'est que vous avez un menu d'aide via QR code. Vous avez juste à scanner votre QR code, et là, magie avec votre smartphone, et là, magie, ça vous emmène directement sur la bonne page du site Shure, et vous avez la possibilité de visualiser des tutos vidéo, d'accéder au mode d'emploi, aux fiches techniques. Bref, vous avez toutes les informations nécessaires. Si à un moment donné, vous ne savez plus trop où vous en êtes, eh bien, vous avez juste à scanner le QR code et normalement, tout va bien se passer. Alors, vous avez donc un port RJ45, comme je viens de le dire, à l'arrière du récepteur, qui va servir à plusieurs choses. Un, la configuration en réseau de l'ensemble des récepteurs pour se régler. Deuxième élément, ça va servir aussi pour faire les mises à jour de firmware, puisqu'il peut y avoir des ajouts, des nouvelles fonctionnalités qui peuvent être implémentées. Et grâce à ça, on va pouvoir mettre à jour les firmware des récepteurs, puis ceux des émetteurs via la liaison infrarouge. Et puis, la gestion, éventuellement, et ça, c'est spécifique à l'installation fixe, on va pouvoir gérer l'ensemble des récepteurs par un automate externe, que ce soit un AMX, un Crestron, un Extron, ce que vous voulez. Toutes ces informations pourront être gérées par l'automate. Alors, sachez qu'il n'y a pas d'alimentation pour les antennes actives. Donc, si vous avez besoin d'utiliser les antennes actives sur le récepteur, il vous suffira simplement d'utiliser des petits injecteurs d'alimentation qu'on viendra connecter à l'entrée du récepteur. Et c'est ces injecteurs qui fourniront l'alimentation 12 volts aux antennes actives. Sinon,
Lorsqu'on en a plusieurs et qu'on passe par un distributeur d'antenne, eh bien, c'est celui-ci qui fournira l'alimentation. On fonctionne avec une alimentation, un bloc d'alimentation externe. Et le récepteur est fourni avec des antennes quart d'onde et un kit de montage en rack simple et double, ainsi que le kit des reports d'antennes en façade. Bref, le package est complet et vous n'avez rien à rajouter de base. Au niveau du récepteur double, finalement, on retrouve des caractéristiques tout à fait identiques au récepteur simple. Alors, sachez qu'il n'y a pas de sommation mono des deux canaux, ça fait partie parfois des gens des demandes, mais dans ce cas-là, vous n'avez pas de sommation mono. Là encore, tous les kits de montage en rack, les oreilles, les reports d'antenne en façade sont bien sûr incluses. Alors, au niveau de l'énergie, comme je vous le disais, vous avez la possibilité en option d'acheter des accuyants lithium SB903 qui vont vous donner une autonomie similaire aux piles alcalines. La seule différence, c'est que l'autonomie affichée au niveau du récepteur ne s'affichera pas avec des petites barres, mais en heures et minutes et avec une précision de plus ou moins 15 minutes. Donc ça, c'est quand même très intéressant d'utiliser cet accu, hormis l'aspect écologique, bien entendu. Au niveau des chargeurs possibles, donc soit un chargeur simple, qui est un petit chargeur USB, dont la charge vous permettra d'obtenir 50% de charge en 3 heures et la pleine charge en 5 heures en partant d'un accu, bien sûr, totalement déchargé. Et sinon, vous avez le dock charger comme l'on voit ici à l'écran. Je ne sais pas si on le voit bien. Super. Les petits gars, ils ont levé le pouce, donc c'est bon. Donc, deux chargeurs. Donc, c'est un dock charger 2 baies qui est intéressant puisqu'il accepte à la fois le pocket, le main, mais aussi l'accu. Voilà, vous pouvez mettre les 3 dedans. Il est doté d'une alim un petit peu plus puissante, ce qui veut dire que on aura 50% de charge en 1h15 et la pleine charge en 2h30. Voilà. Donc, voilà le petit tour d'horizon que je voulais vous faire sur la série CLXD pour ceux qui ne connaissaient pas. Peut-être que vous avez des questions à ce sujet. Oui, est-ce que tu saurais nous dire quelle est la gamme de prix pour une liaison main classique? En SM58, par exemple. Exact. Bon, alors là, je suis un peu calé. J'ai pas de pense-bête. Mais non, mais après, on me glisse dans l'oreillette qu'on va bientôt le savoir. On va prendre une question suivante en attendant qu'on nous le dise. Non, je n'ai pas d'autres questions. Pas d'autres questions immédiat. Qui arrive juste maintenant. Ça tombe bien. Les avantages du numérique par rapport à l'analogique. Ah oui, alors ça, c'est une bonne question. Alors ça pourrait mériter une longue réponse, mais on va essayer de faire quand même bref. Alors, le numérique a plusieurs avantages, bien entendu. Alors, il y a aussi des inconvénients. Le premier inconvénient, c'est que le numérique génère de la latence, puisqu'il faut processer, donc il faut convertir le signal de l'analogique vers le numérique, il va falloir faire des traitements. Et puis, à l'arrivée, côté récepteur, il va falloir à nouveau faire des traitements et puis reconvertir le signal en analogique. Donc, tout ça, ça prend du temps. C'est la raison pour laquelle le système a une latence de 3,2 millisecondes. A contrario, la transmission numérique présente plein d'avantages. Et le premier avantage, c'est d'occuper moins de place sur le spectre. On va être capable de pouvoir densifier le nombre de liaisons que l'on veut utiliser sur une portion de spectre beaucoup plus petite. Et comme vous savez que le spectre a été mangé par les opérateurs de la téléphonie mobile ces 10 dernières années, d'abord la bande des 800 MHz qui est passée pour les GSM, et puis dans les années récentes, la bande des 700 MHz qui a elle aussi été réattribuée comme extension de la 4G. Eh bien, évidemment, on avait besoin de systèmes HF de plus en plus efficients en termes d'occupation spectrale. Et le numérique, pour ça, le permet. Et il y a un autre intérêt aussi, c'est que le numérique est moins sensible aux intermodulations. Alors ça, c'est une notion qui est un petit peu complexe, qui n'est pas toujours facile à comprendre. Bref, l'intermodulation, c'est l'interaction qui existe entre les différents micros entre eux, ou systèmes HF entre eux. Donc, il y a moins d'interaction en numérique qu'en analogique, pour faire simple. Donc ça, c'est aussi un autre avantage. Troisième avantage, on a besoin de moins de puissance pour une portée équivalente. Je vous ai dit tout à l'heure, 1 milliwatt, ça vous permet d'aller à 40 mètres
c'est l'équivalent d'un petit 10 milliwatts analogique, alors que le 10 milliwatts, ça serait équivalent à 30-35 milliwatts analogique. On peut travailler aussi avec des niveaux beaucoup plus faibles, c'est-à-dire que quand je suis très loin avec mon micro, j'ai besoin de moins de marge par rapport au bruit de fond HF, et j'aurai un audio toujours de haute qualité. En analogique, plus on va s'éloigner, plus le signal HF va se fondre dans le bruit de fond, plus l'audio va commencer à se dégrader. En numérique, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. C'est blanc ou noir. Voilà. Donc voilà schématiquement les grands avantages de la transmission numérique. Alors, pour revenir à la question du prix d'une liaison SM58 avec récepteur simple, on est sur une base de 600 € hors taxe publique. Voilà. Donc, je vous disais tout à l'heure, moins de 1 000 €. Vous voyez que c'est bien inférieur à 1 000 €. Alors, bien sûr, si vous voulez accu et chargeur, ça va faire un petit peu plus, ça va être un petit peu plus, 150 € de plus. Bon, mais globalement, avec accu et chargeur, une liaison 58, ça serait à peu près 750 € hors taxe. Voilà. Y a-t-il encore des questions? Merci. Non, pas d'autres questions pour l'instant. Eh bien, merci Olivier. On va enchaîner sur la troisième partie de cette session qui concerne cette fois Microflex Complete. On va parler un peu de conférence. On va appeler de conférence. Bah oui, alors donc heureusement il y a le spécialiste. C'est Philippe. Le conférencier. C'est lui. C'est moi. C'est pareil. Donc, on va parler un petit peu de cette gamme MXC, en fin de compte, de ce qui s'est passé un petit peu chez Shure en termes de conférences. Donc, on sait que Shure a fait l'acquisition de la marque DIS il y a quelques années. Et donc, chez DIS, il y avait deux gammes, donc le DDS 5900 qui était le système d'entrée de gamme et le DCS 6000 qui était le système haut de gamme. Et donc, en fait, le DCS 6000 a été remplacé récemment par la gamme Microflex complète, MXC. Et il nous restait donc le DDS 5009 qui avait besoin d'un petit coup de jeune. Et donc, on a maintenant ici le DDS 5009 disparaît et est intégré à la gamme MXC par le biais du modèle MXC 605. Donc, on voit ici sur cette schématique avant-après. Donc, on voit qu'effectivement, le reste de la gamme MXC ne change pas. Mais par contre, ce fameux poste 5980p qui faisait partie du système DDS 5900 disparaît au profit du 605. Et ça nous amène pas mal d'avantages, en fin de compte, qu'on va énumérer juste derrière. Alors, si on regarde un petit peu, on a l'équivalence exacte de ce qu'on avait au préalable dans la gamme 5009. On le retrouve à l'identique dans la gamme MXC, à savoir donc le poste à poser MXC 605, les deux versions encastrable, donc en version courte ou en version longue si on a besoin d'utiliser l'interprétation simultanée. Donc là, on va retrouver quelques contrôles supplémentaires sur cette version-là. Et puis donc le bas-parleur semi-encastrable qui reste aussi disponible dans la gamme. Et donc si on regarde un petit peu en termes de caractéristiques et de fonctionnalités disponibles, on voit que le fait d'intégrer donc ce fameux poste MXC dans la gamme, enfin d'intégrer ce poste dans la gamme MXC nous apporte pas mal d'avantages. Donc particulièrement la possibilité de gérer beaucoup plus de participants, puisque la gamme MXC est capable de gérer jusqu'à 3800 participants, donc là où le 5009 n'en gérait que 250. Mais c'est énorme. C'est tout à fait énorme. C'est absolument extraordinaire. Et puis en plus, on bénéficie de plus de canaux d'interprétation. C'est-à-dire qu'au préalable, on en avait 2, maintenant on en a 4, puisque le MXC de base intègre 4 canaux et est extensible jusqu'à 32. Donc le 605, c'est un entrée de gamme, ne pourra en exploiter que 4. Mais c'est déjà assez... ça correspond à... on va dire plus de 50% des usages en termes d'interprétation. 4 canaux et 4 langues, en fait. Ça sera les 4 premiers, j'imagine. Oui, tout à fait. C'est ça, c'est pas configurable, bien évidemment, puisque sur le poste en lui-même, on n'a pas possibilité de changer ce paramètre-là. Donc, effectivement, ce sera les 4 premiers. On va avoir aussi la possibilité, du coup, maintenant, sur un poste d'entrée de gamme, d'avoir accès à du vote. Alors, ça va être du vote simple à 3 boutons, mais on aura quand même accès à du vote, puisque le système MXC intègre le vote en natif, en standard. On va pouvoir aussi utiliser les fameux panneaux d'affichage de noms qui vont nous permettre d'identifier clairement les participants, donc le MXC Sign.
qui est du coup compatible avec la gamme MXEC, qui va pouvoir afficher dynamiquement, en fin de compte, les noms des participants, pour peu qu'on les ait renseignés. Alors bien évidemment, là, on rentre dans une solution avec la suite logicielle, parce qu'il faut être capable d'identifier les participants, ou alors les configurer au préalable dans l'interface web de la centrale. On va aussi avoir un truc très important qui est la redondance de câblage. Alors ça va nous permettre en fin de compte de reboucler le bus sur la centrale ou l'alimentation. Et là, du coup, ça nous permet d'avoir une continuité de service si jamais un câble ou un poste venait à avoir un problème. Et du coup, donc, de s'assurer que le système continue à fonctionner, puisque là, jusqu'à présent, si un poste tombait malade en milieu de chaîne, c'était tout le reste de la chaîne qui tombait avec lui. Donc là, le fait d'avoir cette redondance de câblage nous permet de continuer à fonctionner, quoi qu'il arrive. On peut boucler directement ou il faut un petit accessoire? Alors, il faut un petit accessoire, en fait, puisqu'on fait un bouclage, mais il faut, quand on est en fonctionnement normal, il faut empêcher l'alimentation de revenir dans le bus. Donc, en fait, on a un petit contrôleur de redondance qui fait la bascule à partir du moment où le système détecte qu'il y a une anomalie sur le bus, se désactive et du coup permet de faire l'alimentation des deux côtés. Donc, effectivement, il y a ce petit accessoire à prévoir, mais qui est... c'est quand même super. Ouais, tout à fait. Ça permet vraiment d'avoir une sécurité de fonctionnement optimale. Et puis, en usage mobile, quoi. Exactement. Ouais, surtout pour les prestataires, parce que ce système-là peut être très bien utilisé aussi par les prestataires sur des conférences ou des tours de table, des choses comme ça. Donc, Et puis, on a accès à un certain niveau de diagnostic. Alors, on ne pourra pas aller aussi loin dans les diagnostics que sur le haut de gamme du MXEC, mais on a quand même un certain nombre de choses qui vont nous permettre justement de pointer potentiellement un potentiel problème sur un bus, donc une alimentation ou un câble qui pourrait commencer à défaillir. Donc, ça permet d'anticiper un peu les choses. Voilà. Après, on va avoir accès, chose qu'on n'avait pas avant sur le 5009, on va aussi avoir accès aux fonctionnalités du logiciel, donc la suite logicielle qui apporte une réelle valeur ajoutée, puisque ça va nous permettre de gérer les agendas, les temps de parole, voire les temps de parole par groupe. On va pouvoir gérer les votes, pouvoir enregistrer les votes, pouvoir sortir des rapports a posteriori. On va pouvoir même créer des modèles de vote. Puisque de base, là, donc sur le 605, on va être limité par le nombre de boutons. C'est vrai que sur le haut de gamme, on peut créer des modèles à 4, 5 boutons sans aucun problème. Et puis donc, on conserve la simplicité du 5900 avec le MXEC 605, puisque le modèle de montage est toujours le même. C'est-à-dire qu'on a besoin de percer un trou de 53 mm dans la table et tout le montage se fait par le dessus. Donc, on n'a pas à les trifouiller en dessous. On peut brancher les câbles à l'avance, mettre le corps du système dans le trou, 4 vis, et c'est fini. Donc voilà, c'est assez pratique. Donc l'upgrade se fait très facilement. Et puis, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de différence esthétique fondamentale. Si on regarde un peu ici, par exemple. Donc, ma jolie table en marbre que j'avais fait percer, je peux la garder. Vous pouvez la garder. Super. Absolument. Je suis bien content. C'est quand même extraordinaire. En termes de format, donc justement, c'est ce que je disais, il n'y a pas de changement majeur esthétique. Bon, évidemment, l'aspect a été légèrement remanié. La peinture est légèrement différente, un peu plus robuste. Le logo est maintenant celui de Shure, mais le format général du système reste le même. Et on n'a pas, si vous voulez upgrader un ancien système 5900 avec des nouveaux MXEC 605, vous n'aurez pas de rupture visuelle au niveau de l'esthétique des postes. Donc les utilisateurs ne seront pas dépaysés, ça va être super. Pas du tout, d'autant plus qu'on a remanié un petit peu les sérigraphies, on va le voir après. Le col de signe reste sur un connecteur 3 broches, donc qui est identique à celui qui était utilisé sur le 5900. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir utiliser les anciens micros sur les nouveaux postes, les nouveaux micros sur les anciens postes, renouveler éventuellement les anciens micros par les nouveaux si vous avez un problème de micro HS. Donc c'est plutôt pratique et ça permet de rester dans la continuité. Et puis donc le bas-parleur a juste été légèrement remanié pour correspondre aussi à la finition des nouveaux postes. Donc une nouvelle peinture et puis un nouveau logo, histoire de rester raccord avec le reste de la gamme. Donc en termes de bénéfices, on l'a déjà vu, donc on a déjà parlé du bouclage et des diagnostics, donc je ne vais pas trop revenir dessus. On a eu une simplification des sérigraphies, puisqu'une des remarques qui nous était faite assez régulièrement, c'était que les sérigraphies n'étaient pas assez intuitives, on va dire. Donc les icônes ont été corrigées de façon à porter un peu plus de visibilité. L'interprétation 4 canaux, je l'ai déjà évoqué aussi, donc qui va permettre de prendre en charge plus de langues au niveau de l'interprétation. Et puis donc une amélioration globale au niveau des sélections de composants qui sont utilisés dans la fabrication des électroniques de ces postes-là.
Entre autres, le haut-parleur intégré. Le haut-parleur intégré. En fait, on doit correspondre au standard de qualité du MXC, qui est un système qui va du coup maintenant de l'entrée de gamme au haut de gamme. Et donc, du coup, il faut être en correspondance avec tout ça. C'est monter d'un cran Ça permet qualité. de monter un petit peu d'un cran toute la qualité de l'ensemble. Alors, on parlait des sérigraphies. Donc, ici, en termes de sérigraphie, vous allez avoir systématiquement, que ce soit avec les postes apposés ou avec les postes incastrés, vous allez avoir systématiquement une sérigraphie livrée avec le poste. Alors, ça correspond pour le modèle apposé à cette scie, donc la sérigraphie du haut, sur laquelle vous allez retrouver donc du coup ici un réglage de niveau qui correspond donc au niveau de la prise casque, que vous allez utiliser potentiellement pour écouter l'interprétation, que vous pouvez utiliser d'ailleurs cette prise casque aussi pour brancher une boucle induction individuelle qui va permettre aux personnes malentendantes de pouvoir profiter aussi de la conférence avec un peu plus de confort. On a ensuite de l'autre côté les boutons de sélection des canaux d'interprétation, donc justement pour pouvoir choisir le canal sur lequel qu'on va vouloir écouter. Alors, sachant que par défaut, le poste diffuse le FLOR, ce qu'on appelle le FLOR, c'est-à-dire la langue, le langage parlé, ce qui est diffusé dans les bas-parleurs, la même chose que les bas-parleurs, effectivement. Et puis, donc, le bouton de prise de parole, forcément, sinon, il n'y a plus vraiment de sens. Et petite nouveauté donc, sur ce système-là, un bouton de fonction. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce bouton de fonction va pouvoir être configuré en fonction du rôle du poste, puisque je ne vous l'ai pas dit, mais ce poste permet donc de prendre des rôles de délégué ou de président. Et du coup, la fonction de ce bouton-là doit pouvoir changer en conséquence. Donc, sur un délégué, on va en général mettre un mute. Ça permet, quand on est en mode demande de parole, potentiellement de pouvoir faire une coupure du micro, pouvoir tousser ou faire une aparté sans avoir à rendre la parole et donc pouvoir reprendre directement sans que le président, par exemple, ait besoin de nous réattribuer la parole. Mais par contre, sur un président, ça va nous permettre de faire pas mal de choses, donc d'assigner, par exemple, une priorité ou un effacement de tous les postes, ou potentiellement le suivant dans la liste de demandes de parole si justement on utilise ce mode-là. Donc c'est assez pratique pour le président, puisque enfin, il peut gérer sur un poste d'entrée de gamme, il peut gérer donc l'attribution de la parole directement depuis son poste. Après, on va trouver donc ici des sérigraphies alternatives. Donc ici, la même que celle dont je vous ai parlé au-dessus, mais sans le bouton de fonction, donc pour simplifier l'utilisation. Et puis donc une version dédiée aux interprètes, sur laquelle ils vont pouvoir ici sélectionner non plus le canal sur lequel ils veulent écouter, mais justement le canal sur lequel ils veulent sortir. Donc ça permet, donc sur chaque poste, on va pouvoir sélectionner un canal différent et permettre aux interprètes donc, de diffuser leur interprétation sur un canal différent. Toutes ces sérigraphies sont livrées en paquet de 10 unités. Et puis donc on retrouve l'équivalence pour les postes apposés, donc version longue standard qui est livrée avec le poste. Ça c'est pour les encastrés, c'est ça? C'est pour les encastrés, oui. Et version longue sans le bouton de fonction. Et puis pareil pour la version courte. Donc ici, on n'a plus du coup ce qui permet de gérer l'écoute de l'interprétation. Mais pareil, version avec bouton de fonction, sans bouton de fonction, toujours en pack de 10. Et puis, donc, comme je disais, on a possibilité de faire du vote avec le MXC 605. Donc, on va avoir une sérigraphie qui va venir se substituer à celle qui est en place en standard. Donc, il suffira de décoller l'ancienne et de mettre celle-ci à la place. Et donc, ça va nous permettre de faire du vote. Alors, ça va être du vote simple à 2-3 boutons parce qu'on n'a pas suffisamment d'espace pour pouvoir gérer plus de votes, enfin plus de possibilités de vote. Mais on voit qu'ici, on va pouvoir exprimer des votes, donc oui, non, abstention, directement. Alors, bien évidemment, si vous utilisez cette sérigraphie, vous n'avez plus accès du tout aux fonctionnalités d'interprétation puisque les boutons de vote viennent en lieu et place du réglage de niveau qui est utilisé habituellement. Par défaut, oui. Par défaut, voilà. Donc, en termes de vote, justement, un petit récapitulatif de ce qu'on va pouvoir trouver sur le MXC 605. Donc, voilà, en comparaison avec ce qu'on aura sur les gammes d'au-dessus. Donc, du vote à 2-3 boutons. Le vote, bien évidemment, en mode standard ou en mode secret, puisque ça fait quand même partie des prérequis en termes de capacité, de fonctionnalité au niveau du vote. Et puis, donc, des indicateurs basiques, puisque, alors si je vous remontre juste rapidement, en fait, les indicateurs seront des petites LED qui vont permettre d'illuminer les boutons par le dessous. Là où, effectivement, sur le MXC 630 ou le 640, on va avoir des indicateurs un petit peu plus détaillés
pour améliorer encore la visibilité. Les fonctionnalités avancées de vote deviennent accessibles avec le reste de la gamme MXEC. Là, l'idée étant de proposer une version simplifiée du vote. Alors, ce qui va se passer, donc, du coup, c'est que pour autoriser cette intégration de l'ancienne version dans la gamme MXEC par le biais du MXEC 605, on va avoir un nouveau firmware donc, qui va servir de point de départ, en l'occurrence, de cette nouvelle gamme unifiée, qui va être bien évidemment compatible avec toutes les unités MXEC, donc aussi bien le 605 que les unités de la gamme donc 640, 630, 615, 620. Ce firmware, c'est la version 9. Et le point de référence de ce firmware, donc, ça va être la centrale DIS-CCU, qui sera du coup la seule centrale qui restera prise en charge dans la gamme, puisque du coup, cette centrale permet de gérer l'ensemble de la gamme MXEC. Donc, bien évidemment, si vous avez des CU 5900, donc 5905, qui font partie de l'ancienne gamme, ces centrales ne sont malheureusement plus supportées par ces nouvelles versions de firmware. Alors du coup, ce que j'ai voulu faire, c'est essayer d'envisager quelques cas types auxquels vous pourriez vous retrouver confrontés. Donc si vous avez effectivement un ancien système qui n'a pas besoin d'évoluer, bien évidemment, vous ne faites surtout pas cette mise à jour vers la V9 qui ne vous apportera absolument rien. Donc vous restez du coup sur votre version de firmware actuelle. Votre système de toute façon est fonctionnel, donc il n'y a pas de raison de faire de mise à jour particulière. Maintenant, si vous avez une ancienne unité centrale, donc une CU 5905, et que vous souhaitez ajouter des unités, donc le 5980p n'étant plus disponible, vous êtes bien évidemment obligé de mettre des MXEC 605, sauf que là, malheureusement, ça ne va pas être possible. Et donc, la seule solution dans ce cas-là, ça va être effectivement de remplacer la CU 5905 par une DIS-CCU et de mettre à jour l'ensemble de ces équipements, donc les anciens postes, la nouvelle centrale et les nouveaux postes vers la version 9 pour pouvoir bénéficier donc de la gamme unifiée. Si vous avez une ancienne unité centrale et que vous avez du coup quelques unités 5980 qui tombent en panne, on se retrouve dans le même cas de figure, c'est-à-dire que là, pareil, il va falloir remplacer l'unité centrale par une nouvelle DIS-CCU, faire la mise à jour en V9 et du coup avoir accès à la gamme unifiée. Et puis, par contre, si vous avez déjà une DIS-CCU, c'est-à-dire que vous avez acheté votre système sur à peu près, alors ça représente à peu près les 4 dernières années, entre 3-4 dernières années, vous allez pouvoir du coup mettre à jour la centrale vers la V9, mettre à jour les anciens postes 5980 vers la V9 aussi, et du coup, mélanger tout ça avec du MXEC 605, et là, tout le monde est content, puisque vous avez du coup une gamme unifiée, même avec les anciens postes. Voilà, donc seule la centrale pourrait nécessiter un changement. Là, en l'occurrence, tout va bien. Donc, en fait, si on a des anciens postes de la série 5009, si on a une nouvelle centrale, on peut rajouter des nouveaux postes. Tout à fait. Et si on n'a pas une nouvelle centrale, eh ben, on va être obligé de changer la centrale si Exactement. on veut rajouter des nouveaux postes. C'est ça, tout à fait. Tu as tout compris. Super. J'ai bien écouté. On va te garder. C'était pas facile. Hein. Voilà, après, donc juste quelques petits visuels pour se rendre compte de ce que peut donner la version encastrée, puisque bon, une version imposée, bon, voilà, on la pose et on l'oublie. La version encastrée peut nécessiter de s'intégrer à des environnements un petit peu plus recherchés. Donc voilà, on a ici un aperçu visuel de ce que peut donner cette version-là, donc en version courte, version longue, avec le bas-parleur. Et puis on va terminer, donc éventuellement, s'il y en a, par quelques questions. Alors je ne sais pas, Olivier, est-ce que nous avons quelques questions ? Non, pas de questions. Eh ben, écoutez, je crois qu'ils ont tout. C'est que j'ai été super clair. Ils ont tout compris, voilà. Et puis c'est tout. Ils ont tout compris. C'est magnifique. Je suis très content. Eh ben, merci à tous. Je te laisse le mot de la fin, Ludo. Allons-y pour le mot de la fin. Alors, déjà, merci de nous avoir écoutés jusque-là pour cette petite présentation en 3 parties des nouveautés Shure de l'année. En ce qui me concerne, je vous retrouve à 14h pour parler des différentes gammes HF et puis on va voir ensemble comment choisir sa gamme parmi les séries CLXD, la nouveauté, voire analyser un petit peu les différents critères de choix. Et j'espère que ça vous aidera à choisir le bon système pour la bonne application. Donc, je vous retrouve tout à l'heure à 14h. Merci de votre attention. Je vous retrouve demain matin, moi, pour une présentation de l'écosystème QSC. Donc, je vous donne rendez-vous aussi demain matin à 11h pour
un contenu Plein de qui- choses intéressantes. plein de choses intéressantes, ouais, tout à fait. Merci à Merci tous et à tout à l'heure ou à demain. Au revoir, à bientôt.